Mehdi vous écoute, vous reçoit aujourd'hui pour parler d'égalité, encore une fois, cette fois-ci au sein de la francophonie. L'OIF, cela doit certainement vous dire quelque chose. J'ai le plaisir de recevoir deux personnes qui vont nous conduire dans les méandres de la question de genre. Nous reparlerons de ce que c'est que le genre, nous le redéfinirons peut-être à la lumière de ce qu'entend l'institution qu'est la francophonie par question de genre. Nous sommes en direct, c'est avec vous un numéro de téléphone qui s'affiche sous vos yeux émerveillés pour parler à la sauce institutionnelle des questions de genre. Je reçois aujourd'hui Dilek Elveren, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable égalité genre au sein de la francophonie. Oui. Et vous êtes avec Rosette Menyimeza Fongang, bonjour. Bonjour. Vous êtes vous assistante de projet égalité genre et puis vous êtes surtout présente dans le cadre du volontariat. Tout à fait. Nous aurons l'occasion de revenir là-dessus. Je voudrais d'ores et déjà vous laisser le soin de nous redéfinir le genre. C'est un mot qu'utilisent beaucoup les spécialistes, mais il est important de revenir dessus, en tout cas pour nos téléspectateurs. Égalité des sexes, on sait ce que c'est. Égalité des genres, c'est un tout petit peu plus hermétique. Alors, qu'est-ce que c'est ce genre ? Alors, le genre, en fait, c'est un concept qu'on utilise pour désigner les réalités socio-culturelles autour de ce qu'on a comme conception de l'homme et de la femme. C'est-à-dire, par exemple, toutes les conceptions qu'on a, la femme doit avoir tel rôle, l'homme doit avoir tel rôle, c'est ça qu'on appelle le genre. C'est les réalités socio-culturelles autour de ce qu'est un homme et une femme. Et c'est important de définir ça parce que ça conditionne la manière dont on intervient sur le terrain. Par exemple, à l'OIF, il faut prendre en compte ces réalités pour pouvoir intervenir et travailler en faveur des femmes et des hommes. Avant que de travailler au sein de la francophonie en tant que volontaire, stagiaire, je ne sais pas quel est le juste mot, pour vous, le genre, ça définissait déjà quelque chose de précis ? Oui, bien sûr. Le genre fait référence, comme Dilek vient de le dire, aux considérations sociales que les hommes ont par rapport aux femmes et que les femmes aussi ont par rapport aux hommes. Et ce qui est important de relever, c'est que les considérations de genre ne sont pas statiques. Elles évoluent selon les contextes, selon la culture, le temps, et évoluent avec le temps également. Le genre, donc, redéfini pour vous, afin que vous compreniez où nous allons dans cette émission. Quand on parle d'égalité, d'aucuns sont déjà un tout petit peu mécontents. En général, ce sont des hommes qui nous disent, mais même des femmes disent, mes enfants, arrêtez de rêver, les femmes ne seront jamais égales aux hommes. Qu'entendent-elles par là, ces personnes-là? Est-ce que c'est aussi simple que cela? Non, c'est pas si simple parce que même si on parle d'égalité des genres, c'est par rapport aux hommes et aux femmes, mais on remarque dans la société que les inégalités se font toujours pour la plupart par rapport aux femmes. Et c'est pourquoi des actions sont mises en œuvre pour essayer de rétablir un certain équilibre pour que les femmes atteignent à peu près le même niveau que les hommes, parce que la plupart des inégalités sont contre les femmes. En 2012, donc, non, plutôt en 2000, cela fait 12 ans que le genre est pris en compte au sein de la francophonie. J'ai envie de vous demander, même si vous n'en êtes pas à l'origine, pourquoi seulement en 2000 ? Alors, il y a eu un mouvement très important qui a commencé dans les années 70 en faveur des droits des femmes. Et ça a mené en fait la communauté internationale à organiser plusieurs conférences mondiales avec toutes les femmes du monde, de tous les pays. Et il y a eu 4 grandes conférences mondiales espacées dans le temps. Et la 4e s'est tenue en 1995. Et c'était la conférence de Pékin, qui était une conférence extrêmement importante pour les droits des femmes et pour l'égalité homme-femme, où vraiment on a posé les fondements de tout ce qui allait nous guider au niveau de l'action des institutions pour améliorer la situation des femmes. Et la francophonie a commencé à travailler sur la question autour de cette conférence de Pékin. Donc le temps de mettre en place un programme, ça a pris quelques années. Donc en 2000, nous avons commencé à travailler là-dessus, en coordination avec tous nos partenaires internationaux et nationaux. Donc voilà, ça fait partie, en fait, on est arrivé en 2000 à créer un programme en matière d'égalité homme-femme. Ça s'appelait Femmes au début seulement. Et je vous expliquerai pourquoi on est passé à l'égalité homme-femme.
par la suite, mais ça faisait partie d'un mouvement au niveau international. Et voilà, ça a pris du temps. Vous êtes donc volontaire au sein de l'OIF. S'il fallait expliquer à ceux de votre tranche d'âge ce que c'est que l'OIF, qu'est-ce que vous leur en diriez justement? L'OIF est, comme vous le savez déjà, l'Organisation internationale de la francophonie qui regroupe des pays qui ont en commun la langue française. D'aucuns diront que oui, il y a des pays qui ne parlent pas le français. Et c'est vrai, aujourd'hui, on remarque que certains pays tels que la Bulgarie, la Roumanie ou des pays d'Asie tels que le Laos, le Vietnam, n'ont pas a priori comme langue nationale le français, mais sont membres de la francophonie. À quel titre donc, justement? L'Organisation internationale de la francophonie regroupe des pays membres et à part entière et des pays observateurs. Et même des pays qui n'ont pas la langue française comme langue officielle sont pays membres à part entière, certains. Et c'est le français, en fait, la langue, qui est le point d'attache de tous ces pays et qui partagent entre eux un certain nombre de valeurs telles que la paix, la démocratie, les droits de l'homme, l'éducation et la formation, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, ainsi que la diversité culturelle et linguistique. Alors, diversité, donc, la francophonie est invitée au salon Expo Langue. Est-ce que la langue est un support par lequel peut passer la notion d'égalité? La langue que l'on parle va-t-elle favoriser ou accentuer peut-être quelques pratiques néfastes en termes d'égalité des genres? Alors, la langue est porteuse de valeurs, bien sûr, donc mais dire que certaines langues sont porteuses de discrimination ou d'autres d'égalité, c'est un peu caricaturer la chose. Mais c'est vrai que c'est un peu aussi le fondement de l'Organisation internationale de la francophonie. Cette langue qu'on partage, qui est le français, qui nous amène à communiquer entre 75 pays, parce qu'on est 75 pays, est porteuse de valeurs dont a parlé Rosette. Ça ne veut pas dire que les autres langues ne portent pas ces valeurs, mais néanmoins c'est vrai que l'égalité, les droits de l'homme, tout ça fait partie d'un tout qu'on essaie de représenter à l'Organisation internationale de la francophonie. Elle nous dit que la langue n'est pas le seul dénominateur commun et c'est important peut-être de le savoir. Alors, à quel titre des pays qui n'ont pas la langue française comme langue, on va dire, nationale, sont éligibles à cette structure-là, à cette institution qu'est l'OIF? Ça peut être du fait de leur histoire, parce que c'est vrai que certains pays étaient d'anciens pays où la France avait une présence, où il y avait d'autres pays francophones. Donc ça peut être de l'histoire, ça peut être de la francophilie, ça peut être beaucoup de choses. Souvent, c'est aussi le statut qu'a le français dans tel ou tel pays, par exemple, comme langue d'apprentissage, ce qu'on appelle les langues étrangères, le français langue étrangère. Donc ça dépend vraiment, il y a toute une diversité de critères qui peut permettre au pays de s'associer à la francophonie. Je ne sais pas la langue que vous parlez, vous qui nous regardez, mais quelque part, la langue peut porter la question d'égalité des genres dans la manière de signifier les choses. Regardez à l'intérieur de votre langue et interrogez-vous sur comment parle-t-on et des hommes et des femmes. C'est parfois révélateur, il peut y avoir des surprises. En vous rappelant, si vous prenez cette émission en direct, que nous parlons de la question d'égalité, égalité des genres plus précisément, au sein de l'OIF. Je voudrais donc en revenir à la création du département genre en 2000, donc à la faveur de la conférence des femmes de la francophonie. Est-ce que c'est parce qu'il y a de nombreuses femmes au sein de l'institution que le besoin s'est fait ressentir et qu'on est passé à l'acte, ou est-ce que la demande elle est venue du grand public?
La demande, elle est venue des pays, de nos pays membres, parce que aujourd'hui, quand on parle de développement, ce n'est pas possible de parler de développement sans les femmes. Les femmes représentent plus de la moitié des populations des pays francophones. On ne peut pas concevoir un développement social, un développement économique, un développement politique sans les femmes, c'est impossible. Donc il faut qu'elles aient toute leur place dans ces processus, dans nos pays. Et c'est pour ça qu'on travaille. C'est pour ça ça a pris du temps parce qu'il y a eu parce qu'il y a beaucoup de préoccupations et que ça faisait partie d'un mouvement au niveau international. Mais au jour d'aujourd'hui, comme on dit, j'aime pas beaucoup l'expression, mais on est arrivé à un moment où quand on se rend compte qu'il y a des problèmes de développement, des problèmes économiques, il faut se poser des questions. Est-ce que toute la population est impliquée là-dedans ? On oublie une partie de la population qui est aussi un moteur pour le développement. Donc voilà, c'est aussi ça. Quel regard porte-t-on sur les questions de genre quand on a entre 20 et 30 ans, ce qui est votre cas? Je pense qu'aujourd'hui, les jeunes femmes sont davantage... s'intéressent davantage aux questions d'égalité. Peut-être est-ce du fait de l'éducation ou de la sensibilisation qui est faite en amont, mais le regard aujourd'hui, c'est qu'il y a un besoin et ce besoin concerne notamment le renforcement des capacités de ces jeunes pour qu'elles puissent revendiquer les droits qui sont les leurs. Et d'un autre côté, il y a que la participation, elle est encore timide. Pour certaines jeunes femmes un peu plus engagées, on n'est malheureusement pas très nombreux à le faire. Et vous parlez des femmes encore au masculin, c'est révélateur aussi de quelque chose. Quelque part, ne pensez-vous pas? Si, c'est la vision qu'on a, on ne va pas nier. Aujourd'hui, on recherche une certaine forme d'égalité, mais on n'en est pas encore là. Oui. C'est un processus qui est en cours et donc on doit pouvoir petit à petit changer les mentalités, changer même la façon de s'exprimer afin de limiter les inégalités, même dans le langage. Et voilà. Peut-être que c'est en cela que la francophonie peut faire quelque chose d'important. Alors, est-ce que ce serait une alerte à l'endroit des pays membres de l'OIF en disant, voilà, il nous est remonté que dans tel ou tel pays où on parle le français, il est encore des expressions ou des tournures grammaticales, je ne sais pas, des formes idiomatiques qui vont porter l'inégalité. Et si en même temps on essaie de se battre sur le terrain sans pour autant changer cela, on va peut-être commencer par le français, déjà avant de parler des pays francophones. Est-ce qu'il y a une démarche, à votre connaissance, sur la langue française de manière à ce que la question d'égalité ne soit pas une utopie? Il y a une démarche, il y a beaucoup de questions qui sont d'ailleurs posées par les organisations de femmes, les langues sont ce qu'elles sont, c'est des institutions, c'est un peu difficile de les faire bouger. Elles bougent de fait parce que les langues évoluent avec leur société. Et donc, il y a des questionnements qui sont de plus en plus forts sur par exemple, les titres. Les titres, par exemple, on dit souvent Madame le maire ou ce genre de choses, ce qui fait très bizarre. Et il y a des remises en question, il y a des questionnements. Après, les institutions sont plus difficiles à faire évoluer en tant que telles. Donc, mais l'important, c'est qu'on pose ces questions et que ça amène à des changements. Donc ça existe. Oui, il y a des mouvements de femmes qui militent vraiment pour que la langue évolue au même rythme que la société, ou qu'elle soit précurseur qu'elle annonce aussi ces changements-là, qu'elle suive ces changements-là. Nous allons parler des priorités qui sont celles du département du genre au sein de la francophonie. Mais avant cela, ce serait intéressant peut-être de savoir quel regard pensez-vous que les jeunes garçons, eux, ont sur cette question d'égalité des genres. Est-ce qu'ils perçoivent cela comme une menace? On sait qu'au sein des adultes, des femmes qui revendiquent, pour les hommes, quelquefois c'est perçu comme étant beaucoup trop, c'est perçu comme un retrait des pouvoirs qu'ils avaient. Est-ce qu'au sein de la jeunesse, c'est vécu de la même manière pour les garçons? Vous savez, les questions de genre sont assez sensibles parce que elles sont pour la plupart socioculturelles et
comme tout changement, les hommes ont toujours tendance à être réfractaires au changement. Et donc, quand on parle de genre, ce n'est pas forcément tous les jeunes garçons qui y adhèrent, mais on peut saluer des initiatives qui permettent à certains jeunes, on l'a vu à la télé dans certains pays, des jeunes garçons qui portent des projets pour promouvoir les droits des femmes, et c'est assez intéressant. Et assez étonnant à la fois, non? Assez étonnant, justement, parce que quand on parle d'égalité genre, les gens perdent souvent de vue qu'il s'agit des hommes et des femmes. Il ne s'agit pas que des femmes, mais aussi des hommes, et aussi bien les hommes que les femmes devraient être concernés par ces questions. Bon, pour les jeunes garçons, c'est encore timide parce que la plupart de nos sociétés sont patriarcales et les problèmes des inégalités ne se posent pas toujours contre les hommes. Et du coup, il faut beaucoup de sensibilisation pour que dès l'éducation primaire, que les jeunes garçons, que l'attention des jeunes garçons soit attirée sur ces questions-là pour qu'en grandissant, ils puissent les respecter. Et si on le fait avec le temps, on remarquera peut-être que les garçons seront un peu plus sensibles ou regardants sur ces questions. Qu'est-ce qui vous a donné envie, à vous, la jeune femme que vous êtes, d'être intéressée par ces questions de genre? Avant d'en connaître l'existence, vous vous disiez « Oh, il y a trop d'inégalités autour de moi ». Est-ce que vous vous posiez des questions sur le monde au sein duquel vous viviez? Non, je dirais pour un départ, non. Je crois que c'est la formation que j'ai reçue qui a attiré mon attention. Donc, j'ai fait des études de droit. Oui. Et ensuite une spécialisation en droit de l'homme. Et je crois que c'est pendant mes cours de droit de l'homme que j'ai été frappée, ou bien que j'ai regardé autour de moi et que j'ai constaté que véritablement, il y avait des inégalités qui persistaient. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué en termes d'inégalités? En termes d'inégalités, je prendrais au niveau de l'éducation. L'éducation où, malheureusement, aujourd'hui, on remarque encore que certaines familles ou certains parents préfèrent appuyer l'éducation des garçons plutôt que celle des femmes. Donc, c'est le domaine qui m'a le plus frappé, celui de l'éducation. Et ensuite, les violences faites aux femmes dans le cadre des traditions, notamment les rites de veuvage, que j'ai vécu dans ma culture, dans ma région, et qui, pour moi, je ne remets pas en cause la culture, mais je remets en cause la manière de pratiquer les rites de veuvage qui sont, pour la plupart, déshumanisants pour la femme. Est-ce que vous en avez parlé à ce moment-là autour de vous, des tantes, des marraines, des personnes, des adultes, à ce moment-là, ou est-ce que vous avez gardé ça dans un coin du cœur en disant « quand je serai grande, je ferai ci, je ferai ça » Non, vous savez, on pose la question, on en parle, on est jeune, et puis les adultes nous disent « ça a toujours été ainsi ». Et curieusement, même les femmes le disent. Mais quand on regarde plus près, on se rend compte qu'en fait, ça peut changer, quoi. C'est certes culturel, c'est des choses que les aïeuls ont fait, qu'on continue de le faire, mais on se rend compte qu'on n'est pas forcément obligé de passer par là. Par exemple, demander à une femme de marcher pieds nus sur plusieurs kilomètres, la battre, la mettre dans une rivière, ainsi de suite. Bref, il y a des choses qui sont inacceptables aujourd'hui au regard des droits de l'homme, au regard même de l'éthique, parce que pour une femme subir tout ça, je ne pense pas que ça fasse revenir son mari. Donc... Bien envoyé, dit-on sportivement. Alors, quand vous serez mariée, et c'est ce que je ne vous souhaite pas, veuve malheureusement, est-ce que vous serez là en train de dire à la belle famille, approchez mesdames et messieurs, ça n'est pas de me tremper dans l'eau ou dans ci ou dans ça qui fera que, est-ce que vous pensez qu'ils vous entendront? J'espère que d'ici là, les actions de sensibilisation auront porté leurs fruits et qu'on ne reviendra pas toujours sur ces considérations-là. Dans l'Edi vous écoute aujourd'hui, l'égalité des genres portée aussi par l'Organisation internationale de la francophonie. Je voudrais que l'on parle des priorités. Alors, qu'est-ce qui aujourd'hui constitue dans les 5 premières, le dessus de la liste des priorités en question de genre?
Alors, bon, déjà, bien sûr, améliorer le statut de la femme par rapport à celui de l'homme, puisque le genre, c'est ça, c'est des relations entre les hommes et les femmes. Et donc, déjà, premièrement, améliorer, faire évoluer les lois. Ensuite, ce qui est très important pour nous aussi, c'est la lutte contre les violences faites aux femmes. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est aujourd'hui inadmissible, comme l'a si bien dit Rosette, qui l'a illustré pour sa région, mais partout dans le monde, en Europe, que ce soit en Asie, en Afrique, n'importe où, il y a des violences faites aux femmes et c'est de pire en pire. C'est un des rares domaines où on n'a vraiment pas fait de progrès, où ça a même empiré. Alors, ça pourrait être assez curieux, puisqu'on sait qu'enfin, on parle d'égalité, mais si vous nous dites que c'est de pire en pire, c'est assez inquiétant. Sait-on pourquoi les choses s'empirent, d'ailleurs? Alors, paradoxalement, au niveau de l'égalité, on fait, enfin, je veux dire, juridique, l'égalité juridique, par exemple, des efforts sont faits, il y a des avancées, l'implication des femmes, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau économique, social, s'améliore. Mais pour les violences faites aux femmes, c'est paradoxal, mais c'est dû, il y a beaucoup de facteurs. Peut-être on en parle plus, donc on le sait plus. Mais voilà, les chiffres montrent que c'est de pire en pire. Alors, dans la liste des priorités, la question de l'égalité des femmes vis-à-vis des hommes, par rapport aux hommes, est-ce que c'est autant de droits que les hommes, ou est-ce que c'est, puisqu'on nous disait mademoiselle, l'égalité des genres, c'est autant les femmes que les hommes, c'est améliorer la situation et des femmes et des hommes, ou est-ce que c'est améliorer la situation des femmes d'abord et ensuite faire élever les deux? C'est plus simple que ça. Les hommes et les femmes sont des êtres humains et ils ont droit aux mêmes choses. C'est l'égalité. Hommes et femmes, ça doit se voir comme ça. C'est-à-dire que c'est vrai que si on conçoit l'égalité homme-femme comme ce qu'on appelle les droits de l'homme aujourd'hui, c'est les droits de l'homme et de la femme, en fait. On dit droits de l'homme parce que la langue l'exige comme ainsi, mais c'est la des langue droits... l'exige ainsi, la langue l'exige ainsi. C'est peut-être l'occasion de remettre la langue au pas de l'actualité. C'est une question, effectivement. Oui. C'est une question qui se pose. Et c'est en cela que je vous disais tout à l'heure, les langues, quelquefois, portent des inégalités par voie de fait. Tout à fait, tout à fait. C'est une question qui se pose et qu'on pose. Néanmoins, comme je vous disais, ce sont des institutions qu'il faut peut-être réformer, et on pose ces questions-là. Notre rôle est de poser les questions, mais après, il y a l'Académie française pour ça, il y a plein d'autres institutions qui Une Académie française majoritairement masculine aussi. Pour dire ce qui est. Aussi. Oui. C'est pour ça qu'il faut travailler à l'implication des femmes dans les instances de prise de décision. Ça, c'est aussi un autre cheval de bataille qu'on a. Entre les priorités, donc, par quoi commencez-vous vraiment? Vous avez une série de points à aborder, mais par quoi commencez-vous? Qu'est-ce qui est le plus perméable? Où est-ce qu'il y a le plus d'avancées? Je pleure déjà sur la violence faite aux femmes. S'il n'y a pas d'avancée autant que vous en attendiez à ce niveau-là, où est-ce que vous pouvez faire avancer les choses? Ce qu'il y a d'encourageant, en fait, c'est vrai qu'on peut se dire que la situation des femmes n'est pas toujours très glorieuse, surtout quand on voit la situation des violences faites aux femmes. Mais il faut savoir, enfin, par exemple, dans nos pays francophones, il y a, par exemple, un tissu associatif extraordinaire, des organisations de femmes extraordinaires qui travaillent sur le terrain, et on s'appuie vraiment sur elles, que ce soit pour les sensibilisations, que ce soit pour faire connaître des lois, pour parler aux populations, ou même s'impliquer au niveau politique, économique et social. Vraiment, on travaille en fait beaucoup avec les associations de femmes et les ministères en charge de l'égalité hommes-femmes dans nos pays. Donc on essaie de renforcer en fait leur capacité d'action pour qu'elles, dans leur pays, compte tenu du contexte, parce que chaque contexte est différent, donc en fait, le genre, c'est pas quelque chose d'universel.
c'est quelque chose, si, le genre, c'est un concept, c'est pas, ça fait un peu barbare de dire genre, mais c'est juste un concept pour comprendre les réalités socio-économiques, sociales et culturelles d'un pays. Et c'est à chacune, dans un pays donné, à un moment donné, de se l'approprier. Moi, je suis originaire de Turquie, le genre, ça veut dire quelque chose de différent qu'au Cameroun. La situation des femmes et des hommes en Turquie est différente de celle des hommes et des femmes au Cameroun. Et c'est en prenant en compte ces réalités-là qu'on peut agir sur elles. Donc, et trouver des solutions adaptées. C'est-à-dire, c'est rien d'importé. Au contraire, le genre, c'est s'adapter aux situations. Alors, quelle est la situation, puisque vous en parlez, de la Turquie en termes d'égalité des genres? Quelles sont là-bas les urgences aussi? Ça va être encore des questions de, je pense, de violence. Oui. Notamment tout ce qui est crime d'honneur. Oui. Crime d'honneur, et puis aussi la participation politique des femmes. Ça, c'est un point essentiel. C'est souvent en Turquie comme dans d'autres pays, quand on regarde les parlements, on est parfois désolé de voir à quel point les femmes sont peu représentées, alors que c'est une moitié de population, encore une fois. Je voudrais vous donner la possibilité, puisque vous êtes responsable du genre à l'OIF, de vous adresser, la caméra est juste en face de vous, dans le blanc des yeux, à ceux qui nous regardent, les femmes et les hommes notamment, un message cette fois-ci direct, parce que quand les institutions travaillent sur des questions dont les publics, les bénéficiaires sont le grand public, quelquefois il y a ce manque de communication, on n'a pas accès nécessairement aux bénéficiaires de dispositifs, et en l'occurrence c'est le travail des médias aussi que de faciliter cela. Donc s'il fallait dire quelque chose notamment par rapport à cette question de violence faite aux femmes, que diriez-vous aux hommes et aux femmes? Je leur dirais essentiellement que l'égalité homme-femme, c'est d'abord le respect des uns et des autres, des unes et des autres, et que c'est respecter l'autre. Je voudrais vous demander à vous aussi d'adresser un message à tous ces jeunes de la planète que peut-être vous n'avez pas la possibilité de toucher directement en termes d'avancée. Vous avez tout à l'heure parlé de ceux des jeunes hommes qui s'engagent en faveur de l'égalité. Quel est l'intérêt que les hommes, que ce soit les jeunes ou les adultes, ont dans cette démarche-là, dans cette question d'égalité? Quel intérêt est le leur? Je pense qu'aujourd'hui, on parle des questions de développement. Oui. Oui, je pense que dans le souci de mieux développer nos sociétés, parce qu'on sait que la contribution de la femme est très importante dans le processus de développement, c'est à ce niveau qu'on voit l'intérêt de la participation des hommes à la promotion des droits des femmes ou à la promotion de l'égalité des genres. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes sont souvent passifs, ils ne se sentent pas aussi bien engagés dans ces questions que les adultes, mais ce sont eux qui seront demain au cœur des grandes institutions, qui seront au centre des grands projets innovants. Et il serait important pour eux de s'y intéresser dès maintenant pour que demain, on puisse avoir des sociétés qu'on espère, c'est-à-dire des sociétés garantes de l'égalité homme-femme. Et voilà. Quels sont les besoins des jeunes filles, des jeunes femmes? Parce que peut-être aussi que le monde des adultes n'a pas une véritable visibilité, ou plutôt une véritable approche, une véritable connaissance de ces questions-là. Les adultes vont programmer, organiser le monde de demain, comme vous dites, en fonction de leur réalité du moment. Mais certainement que les jeunes femmes notamment, ont des attentes précises. C'est aussi l'occasion, puisque vous êtes là, vous êtes la porte-parole par voie de fait de cette jeunesse. Oui, je pense que c'est essentiellement mettre en œuvre des projets qui permettent leur participation, c'est-à-dire impliquer dès maintenant les jeunes à certains grands projets innovants. Je vais prendre le cas de ce programme de volontariat international, oui, la francophonie. C'est assez intéressant parce que 50 jeunes volontaires au cours de cette année 2011 ont été déployés dans des projets de la francophonie et
après un an, dans un projet de développement, je pense qu'ils sont plus à même de se dire, OK, on va aller de l'avant, on va continuer de travailler ainsi pour nos pays, pour le développement de nos sociétés. Donc, je pense que c'est plus impliquer les jeunes ou mettre sur pied des programmes ou des actions qui permettent la participation effective des jeunes dans les différents processus de développement. Mais quand vous parlez de volontariat, c'est aussi une question qui soucie les jeunes. On dit que la jeunesse et l'emploi, il y a encore plus de difficultés qu'avec le monde des adultes. Volontariat, concrètement, du point de vue des ressources, des activités génératrices de revenus, qu'est-ce que ça induit? Est-ce que ça veut dire que les jeunes vont devoir travailler gratuitement d'abord avant que d'espérer pouvoir gagner de l'argent? Le volontariat, c'est un acte d'engagement personnel, volontaire et désintéressé. Le volontaire n'a pas un salaire, mais il a quand même droit à une indemnité de subsistance. Ça participe justement de l'emploi aussi des jeunes parce qu'aujourd'hui, les jeunes se disent « Ok, on a étudié, mais quand on dépose toujours des demandes d'emploi, on fait face à un problème qui est celui de l'expérience professionnelle. » Et je crois que le volontariat permet quand même de donner aux jeunes diplômés cette expérience dont il a besoin pour postuler à un futur emploi, dont le volontariat l'aide forcément dans sa carrière professionnelle et c'est une plus-value. Donc, on ne va pas forcément se focaliser sur la rémunération, mais voir le bénéfice à long terme qui, quand même, pour le cadre du volontariat international de la francophonie, confère aux volontaires une expérience internationale. Et c'est assez intéressant parce qu'aujourd'hui, comme je vous le dis, on peut faire des études, on peut avoir tous les diplômes qu'on veut, mais quand on est face à des employeurs, ils nous disent toujours « Ah oui, c'est bon, vous avez tel diplôme, c'est assez intéressant, mais quelle expérience avez-vous » Donc, le volontariat international de la francophonie, notamment, comme tous les autres programmes de volontaires internationaux qui existent, donne la possibilité aux jeunes de pouvoir regarder en face un employeur et lui dire « Voilà, j'ai telle expérience et dans le cadre de cette expérience, voilà ce que j'ai apporté et voilà ce que je peux vous apporter à votre structure. » Et surtout, voilà ce que j'en attends. Même si je suis une femme, l'occasion pour moi de poser la question au sein de la francophonie, puisqu'il y a un département qui s'occupe des questions de genre, est-ce que l'égalité salariale n'est pas un vain mot à l'OIF, justement? À travail égal, salaire égal, que l'on soit un homme ou une femme? Oui, à l'OIF, c'est le cas, hein, puisque nous avons des grilles de salaire. Hein, nous avons une grille de salaire pour tout le monde, donc les hommes et les femmes reçoivent le même salaire. Ceci dit, c'est vrai qu'on peut toujours faire des efforts, et comme dans toutes les autres organisations, pour que les femmes soient plus à des postes de prise de décision, c'est-à-dire des postes hiérarchiques importants. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai qu'on avance quand même sur la question, mais ça reste toujours une préoccupation. Et entre spécialistes de la question, on appelle ça le plafond de verre. Ouais. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les femmes n'arrivent plus à monter. La tête des femmes ne passe plus. Voilà, mais le plafond est invisible. Donc, on appelle ça le plafond de verre. Les femmes n'arrivent pas à certaines positions hiérarchiques du fait qu'elles soient des femmes, et ça arrive dans beaucoup de milieux, malheureusement. Est-ce que c'est parce que vous êtes une femme que vous avez été, vous, intéressée par les questions de genre, ou est-ce que c'est juste le fait d'un jeu, quand on a créé ce département, donc en l'occurrence en 2000, au sein de la francophonie, est-ce que c'est en tant que femme, vous vous dites, effectivement, il faudrait que j'intègre ce département-là? Comment cela vient à vous? Ah, c'est une question de... Ça vient à vous... Enfin, moi, c'est venu à moi très vite, hein, parce que en sortant de mes études, je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Et puis, un jour, j'ai rencontré une femme qui était engagée sur ces questions-là. Enfin, bien sûr, j'avais fait du droit, j'avais fait plein de choses très intéressantes. Et puis voilà, cette femme était très engagée dans les associations. Et puis, je me suis dit... Mais j'ai commencé à voir le monde à travers
ces lunettes qu'on appelle les lunettes de genre. Je me suis rendu compte de plein de petites choses autour de moi qui étaient une accumulation de petites discriminations et qui me révoltaient de plus en plus, en fait. Et qu'on accepte, hommes et femmes, c'est-à-dire les femmes aussi, enfin, je veux dire, ça fait partie du quotidien, des petites choses. Et on commence à regarder tout à travers ces yeux-là. Et je vous assure qu'on est de plus en plus révoltés, mais on se dit, mais pourquoi ça se passe comme ça? Et pourquoi moi, j'aurais pas droit à ci et à ça, alors que normalement, nous sommes tous égaux, en tout cas en France, on est tous égaux. Pourquoi On est censés tous être égaux, oui. Parce que la réalité est tout autre, tout de même. Oui, mais je parle de l'égalité juridique. Au niveau des lois, nous sommes égaux. Mais la réalité sociale est différente. Et la réalité sociale, c'est le genre. Oui. Donc voilà, le genre nous permet de lire une réalité qui est autre que ce qui est marqué dans les lois. Et c'est passionnant, moi ça me passionne en tout cas, mais c'est aussi très éreintant parce que c'est vrai que plus on regarde le monde à travers ces lunettes, plus on se dit, mon Dieu, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés dans votre mission au sein de l'OIF ? C'est plutôt, au sein de l'OIF, c'est plutôt l'évolution des structures. Ça, c'est au sein de l'OIF et même, je pense, au sein de beaucoup d'organisations, c'est que, ok, les mentalités ont du mal à changer, ça prend du temps, mais il y a aussi toute une structure, des organisations, des institutions en place, des lois, l'administration, tout ça, ce sont des choses qui évoluent peut-être aussi lentement que les mentalités. On parlait de la langue tout à l'heure qui a du mal à évoluer. Ça, c'est une chose, on en pense ce qu'on veut, je veux dire. Mais par exemple, il n'y a pas si longtemps que ça, on parlait vous vous souvenez du débat sur est-ce qu'on appelle les femmes madame ou mademoiselle, ça aussi c'est quelque chose... Est-ce que c'est fondé à votre avis ? Moi je pense que c'est fondé, mais c'est mon avis personnel. C'était ça la question, à votre avis ? C'est mon avis personnel, je pense que c'est fondé. Mademoiselle, ça renvoie, bon après, c'est vrai que... On peut dire que ce n'est pas le débat du moment, que la crise économique c'est beaucoup plus important, qu'on a plein de problèmes dans la vie et pourquoi on s'intéresserait à ça. Mais je veux dire, c'est un mot qu'on utilise pour vous désigner tous les jours. Donc tous les jours vous entendez mademoiselle ou madame. Mademoiselle si vous êtes jeune, et madame si vous êtes un peu plus vieille. Et pas parce que vous êtes marié ou pas. Entre deux. Et les deux si vous êtes entre deux. C'est pas parce que vous êtes marié qu'on vous dit madame ou mademoiselle. C'est la réalité aujourd'hui. C'est malheureux. Et puis le jour où on vous appelle plus que madame, vous êtes j'ai pris un coup de vieux. Qu'est-ce qui se passe? Là pour le moment j'ai droit aux deux, mais on ne sait pas. Ça veut dire ça renvoie à la perception que les gens ont de vous. Et ça c'est déroutant. Pourquoi je devrais avoir une appellation différente si on me perçoit de telle manière ou de telle manière? Bon, appelez-moi madame, qu'on en finisse, comme on appelle monsieur, et puis voilà. Enfin, quel que soit son âge. Oui, quel que soit son âge. Comment vous désignez-vous en l'occurrence, comme madame ou comme mademoiselle lorsque vous adressez à autrui? En général, personnellement, je ne faisais pas très attention à cela jusqu'à ce que j'en discute avec Dilek. Et effectivement, oui, je me suis rendu compte que selon qu'on vous appelle madame ou mademoiselle, cela renvoie forcément à une image qu'on a de vous. Et donc, désormais, comment vous organisez-vous par rapport à cela? Quand vous dites « je suis une telle », vous donnez votre nom, votre prénom, ou est-ce que vous dites « je suis madame » ou « je suis mademoiselle » Je suis madame simplement parce que je me dis « je suis une femme, je suis madame comme l'autre est monsieur » et c'est tout. Donc... Vous avez parlé de la question des modèles aussi. Vous dites que vous avez commencé à percevoir la réalité, à voir la réalité à travers les lunettes d'une femme engagée. Merci de la nommer, tant que nous y sommes d'ailleurs, parce que c'est peut-être aussi là qu'on entend la jeunesse dire on manque de modèles. Alors déjà, de qui s'agissait-elle? Pourquoi ne dit-on pas cela en français d'ailleurs? Oui, alors elle existe toujours, elle est toujours vivante. Et elle s'appelle Valentine Moghadam et c'était ma première chef, on va dire, quand je travaillais à l'UNESCO, qui est une femme
irano-américaine. Voilà. La question des modèles, est-ce que le modèle manque tant et si bien que la jeunesse n'avance pas? Ne peut-on pas avancer sans avoir de modèles? Quels sont vos modèles à vous en termes d'égalité ou de lutte pour acquérir cette égalité? En termes d'égalité aujourd'hui, les modèles, c'est vrai que dans les pays francophones, on n'a pas assez de femmes, mais quand même... on a quelques-unes, enfin dans le monde entier, on a ces femmes qui aujourd'hui ont reçu des prix Nobel de la paix auxquels on peut se référer. Et à partir du moment où elles reçoivent ce prix-là, avant qu'elles ne l'aient reçu, est-ce que ce ne sont pas déjà des modèles? Et vous disiez, dans les pays francophones, il n'y en a pas beaucoup de femmes. Ouais. Est-ce que le modèle n'est un modèle qu'à partir du moment où il est reconnu publiquement comme tel? Je pense que tant qu'il n'est pas reconnu, on s'intéresse vraiment à la personnalité de la personne ou aux actions quand elle est portée sur la place publique, parce que certaines femmes agissent, mais on n'est pas toujours au courant de ce qu'elles font, ou du moins pas tout le monde, surtout peut-être les plus jeunes, ne savent pas toujours ce que font les aînés. Et c'est quand les médias ou bien... d'autres organisations en parlent, qu'on se dit, ah mais tiens, de qui est-ce qu'on parle, qu'est-ce qu'elle a fait, et qu'on essaye de regarder son parcours professionnel et de se dire, ah, ça c'est quelque chose. Mais alors, justement, pardonnez-moi, ne serait-ce pas à l'inverse qu'il y a cette négligence à l'endroit de ces actions que font certaines femmes? On les voit bien évoluer dans le contexte où elles sont. Il y a des hommes et des femmes qui voient bien et qui connaissent très bien ce qu'elles font et qui trouvent que soit c'est tout à fait normal, soit... ma foi, il n'y a pas de quoi, comme on dit en français, ne pas fouetter un chat. Et il faudrait que les médias et que le grand public s'en empare pour qu'enfin il y ait cette reconnaissance. Je pense que pour les hommes et pour les femmes, c'est pareil. Hein. Oui. C'est vrai que quand on parle de personnes, hommes ou femmes, dans les médias, comment dire, l'information circule, on sait que de telles personnes existent, qu'ils ont fait telle chose et que ça peut représenter un modèle pour les plus jeunes. Moi, je comprends ce que veut dire Rosette quand elle dit ça. C'est vrai que... moi, c'est mon métier de travailler dans l'égalité homme-femme, donc je vois des femmes qui sont pour moi des modèles très souvent, qui ne sont pas connues, qui sont sur le terrain, qui se battent pour lutter contre les violences faites aux femmes alors que tout le monde s'en fiche. Voilà. Il y a des femmes extraordinaires sur le terrain, mais c'est vrai que les médias ont un rôle très important pour porter ces modèles, parce que et souvent on fait, les institutions comme la francophonie ou d'autres organisations travaillent avec les médias pour dire c'est important de parler autant des femmes que des hommes, c'est important de parler de tel thème, c'est important de parler des violences faites aux femmes. Et il y a beaucoup de collaborations comme ça, parce qu'on se rend compte que malgré nous, on reproduit les choses qu'on nous a appréciées. On ne parle pas beaucoup des femmes, on continue à reproduire ça et à ne pas parler beaucoup des femmes. Si on commence à modifier tout ça et que les médias parlent de plus en plus des femmes, oui, ça peut donner des idées à des jeunes femmes comme Rosette de continuer ça et de travailler dans le domaine. Donc c'est très important aussi, les médias ont un rôle très important. Et je dis ça en tant que fille de journaliste, donc... les médias ont un rôle extrêmement important de lutter contre les stéréotypes. Ça, c'est important. Une femme n'est pas forcément attelée qu'à la cuisine ou à élever les enfants. Une femme peut être aussi autre chose. Enfin, voilà, c'est important. Vous avez là parlé du veuvage, vous avez dit que c'est ce qui vous a le plus marqué. Est-ce que s'il fallait engager une action volontaire de votre État, que vous êtes désormais, pour pouvoir accompagner les changements de mentalité, vous seriez disposé à le faire? Et puis surtout, que pensez-vous qu'il faille mettre en place? Moi, je pense qu'aujourd'hui, la sensibilisation reste le maître mot, c'est-à-dire humaniser les rites de veuvage. Parce que... on ne peut pas complètement remettre en cause la tradition ou la culture et se dire on se fiche de ça, non. Mais humaniser tous les rites qui font problème. Par exemple, il n'y a pas intérêt à ce qu'une femme passe une semaine sans faire sa toilette parce qu'elle a perdu son mari.
il n'y a pas de raison pour qu'elle marche pieds nus sur une longue distance. Elle peut mettre des chaussures et faire la même distance. Elle peut faire sa toilette tous les jours. Moi, je pense qu'au fond, comme ma grand-mère le disait, quelqu'un avait voulu punir sa femme parce que pendant la vie qu'ils ont menée ensemble, la femme n'a pas été... la femme n'a pas véritablement été la compagne dont il souhaitait. Et pour la punir, il a dit, OK, à maman, il faut lui faire ça, si, ça. Et c'est ça c'est comme ça que ma grand-mère l'explique dans une discussion que j'ai eue avec elle pour essayer de comprendre. Et donc, elle me disait, en fait, c'est les hommes qui ont pensé ça, mais on peut changer, quoi. On peut les rendre plus acceptables, plus humanisantes pour la femme, sans remettre en cause ou sans nier notre culture. Est-ce que quelque part, ce ne serait pas une question de règlement de compte aussi, hein, quand on oui. Ah oui. Hein, de belle-sœur à belle-sœur bien aimée, de temps en temps, on se règle un peu les comptes de cette manière. Tout à fait. Dans certains cas, on remarque que simplement des gens essayent justement de se régler des comptes parce que des belles-sœurs ou des beaux-frères se disent « Ah, mais elle a passé le temps à manger l'argent de notre frère. Il ne nous donnait rien parce qu'elle était là. Alors maintenant qu'il n'est plus, elle va nous sentir. » Donc, c'est des règlements de compte. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Des gens le font. C'est-à-dire, on instrumentalise cette culture, malheureusement. Et c'est la femme qui souffre finalement. C'est assez curieux de voir comment, quand bien même l'homme n'est plus là, la femme continue à en subir les inégalités. Petite perle aussi du côté de la Turquie. Alors, qu'est-ce qui retient votre attention sur l'articulation sociale des rapports hommes-femmes? Pas forcément la question du veuvage, vous l'avez bien dit. Et c'est pertinent d'une culture à une autre. Les choses ne sont pas les mêmes. Mais il est des points, quelquefois, qui laissent bouche bée. Alors bon, moi, ce qui me révolte en Turquie, et c'est pas qu'en Turquie, hein, mais c'est vrai que c'est très marqué en Turquie, c'est tout ce qui est crime d'honneur. Alors, qu'est-ce que c'est le crime d'honneur? Parlons-en. Alors, c'est tuer une personne, en l'occurrence une femme, pour laver son honneur. Alors, laver son honneur, le concept d'honneur est très flou hein, dans ces cas-là. C'est l'honneur de la famille ou du mari. Si la femme a fait quelque chose de travers, en l'occurrence, si par hasard, avant l'âge du mariage, elle ait eu peut-être un petit flirt ou quelque chose, alors là, elle a entaché l'honneur de la famille. Donc, et qui est-ce qui est donc chargé de la tuer à ce moment-là? Quelqu'un de la famille. Une femme de la famille? Un homme plutôt. J'essaie de vous le faire dire. Ouais. Un homme torture, de la famille. moi aussi. Oui. Et avec le consentement de toute la famille? Avec le consentement informel, enfin non exprimé, le silence de la famille. C'est une acceptation. Et que disent les femmes donc dans ce cas-là, quand on sait quand même que quelque chose se trame, qu'un drame se trame, que font-elles? Elles laissent faire? C'est difficile parce que quel pouvoir elles ont si vous êtes dans le fin fond d'un village dans l'est de la Turquie où autour c'est les montagnes et où c'est les hommes qui décident de tout et que par exemple c'est votre fille qui est censée être sanctionnée. Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? En tant que mère, vous pouvez vous révolter, mais c'est difficile de venir à l'encontre de ce qui est établi. Donc, vous pouvez, c'est bien sûr tout à fait illégal, vous pouvez aller voir les autorités pour... Est-ce qu'il y a des textes de loi en Turquie, oui, en l'occurrence? Et que disent ces textes de loi quand on prend connaissance du fait qu'il y a eu un crime d'honneur parce que la virginité est partie trop vite ou parce que je ne sais pas quoi? Il y a des textes de loi assez répressifs quand même, assez répressifs. Mais le problème, c'est qu'il y a deux systèmes qui cohabitent ensemble. Il y a tout ce qu'on appelle la coutume, qui est censée ne jamais évoluer, alors qu'une culture, une coutume, ça évolue. C'est pas vrai quand on dit que la coutume est immuable et que c'est comme ça et que ça doit rester comme ça. C'est pas une vérité. Et les règles, la loi, quoi. On dirait que c'est deux systèmes qui cohabitent. Parfois, bien sûr, la loi, en l'occurrence, intervient, mais
intervient peut-être trop tard parce que voilà. Mais ce qu'on peut faire, c'est réprimer très fortement ces crimes-là. Et maintenant, c'est le cas. Avant c'était plus compliqué. Avant, on disait oui, il y avait des circonstances atténuantes. Oui, mais elle est allée voir ailleurs, donc c'est un crime passionnel, donc machin. On trouvait des circonstances atténuantes aux coupables. Donc c'était un gros problème. Maintenant, c'est totalement banni, interdit, mais il y a des pratiques qui subsistent et c'est un problème. En fait, je pense qu'il faut, comme disait Rosette, ce qui est important, c'est de parler avec les gens, de dire qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, qu'est-ce qui est contraire à l'humain, quoi, tout simplement. Voilà. Petite vidéo pour découvrir sous un autre angle aussi des femmes de la francophonie, justement, qui campent cette question d'inégalité. Regardez avec nous. À tout de suite. Quelle maladroite! Madame, qu'y a-t-il? Monsieur, c'est affreux. Monsieur est mort sous son lit, un couteau dans le dos. Mais qu'est-ce que vous dites? Vous êtes folle! Monsieur est mort et le sang partout. Maman, n'entrez pas. Attendez une seconde. Maman, personne ne doit entrer dans cette chambre. Personne ne doit toucher à rien avant l'arrivée de la police. La police? Les journaux disent toujours ça. Vous ne touchez à rien pour les empreintes. Non, je dois entrer. Mamie et tante Augustine s'entendaient bien avec lui? Oh, je l'espère. Elles se sont parfois disputées avec lui, mais ce n'était pas grave. Disputées? À propos de quoi? Oh, des bêtises. Augustine fait un drame pour rien et mamie dort avec des titres sous un oreiller. Mamie a des titres sous son oreiller? Ah oui, qu'elle garde comme un chien son os. Je lui ai dit 1000 fois de les donner à Marcel pour les mettre dans ses affaires. C'est bien normal, mais elle les couvre. Pourquoi me donnes-tu tant de détails? C'est grave? Non, mais tu sais qu'elles sont fâchées. Non, je ne le savais pas. Tu viens de me le dire. Oh, j'ai tout fait pour que Marcel les accepte ici. Ton père ne pouvait pas les voir. Ton père a toujours aimé la jeunesse. Louise, depuis quand servez-vous dans cette maison exactement? Pourquoi vous me demandez ça? Louise est là depuis octobre. J'ai de bons certificats. Vous pouvez vérifier. Ce n'est pas mon rôle. Vous êtes certaine du silence des chiens? Certaine, j'ai mal dormi cette nuit. J'avais un pressentiment. Hier, monsieur avait mauvaise mine quand je lui portais sa tisane. Il vous a demandé une tisane? Oui, vers minuit. À quelle heure? À minuit. C'était son habitude? Mais non! Dani, une seconde. Je n'arrive pas à calmer Augustine. Elle doit avaler toute sa boîte de médicaments. Mais c'est du chantage, c'est sûr. Ta chouchoute. Je peux disposer? Louise, quand vous avez fait les tilleuls, Madame Chanel était encore dans la maison? Elle venait de partir. Elle habite un pavillon de chasse au fond du parc pour sa liberté, dit-elle. Je sais, c'est une bonne nounou pleine de vieilles habitudes. C'est son droit et ça n'a jamais fait du mal à personne de jouer aux cartes. Quoi? Madame Chanel joue aux cartes maintenant? Mademoiselle ne savait pas? Oh zut, j'ai fait une gaffe. Mais avec qui joue-t-elle? Ce n'est pas mon genre de moucharder. Et puis, flûte, je m'en fiche. Elle joue avec Mademoiselle Pierrette, la sœur de votre père. Ça alors? Mais comment est-elle, ma tante Pierrette? Je ne sais pas, elle n'a jamais mis les pieds ici. Mais comment fait Pierrette pour aller jusqu'au pavillon de chasse à la maison de Madame Chanel? Elle fait du stop. Où est Mademoiselle Augustine? Par là. Portez-lui ça. Quelle comédienne, votre tante Augustine. Elle n'a jamais été malade, c'est son numéro. Mamie et tante Pierrette, que penses-tu d'elle? Gentilles, toutes les deux, mais on comprend. Ta pauvre mère n'est plus chez elle. Elles lui font des réflexions de la morale. Il n'y a qu'une chose sur laquelle elles ont raison. C'est l'éducation de Catherine. Et qu'est-ce qu'elle a, mon éducation? Tu parles mal, tu manges des chewing-gums à table, tu fumes en cachette, tu lis des romans abracadabrants avec des... Petit extrait de l'Alliance française, la journée de la francophonie, donc qui campe les femmes, vous le disiez à juste titre, l'école des femmes. Ceci pour poser la question, est-ce que les femmes sont véritablement le vecteur de cette question d'égalité entre les femmes et les hommes parce que ce sont elles qui sont le plus concernées, ou est-ce que viendra un moment où les hommes, autant que les femmes, comprendront que c'est important pour les deux parties? Bon, c'est vrai que les femmes s'engagent parce qu'elles sont les premières concernées, comme disait Rosette tout à l'heure. Les discriminations jouent plutôt en défaveur des femmes que des hommes. Mais
les hommes, il y a beaucoup d'hommes qui sont impliqués dans la lutte contre les discriminations ou les violences faites aux femmes. Donc, mais il faut les engager un peu plus, encore plus, je pense. En faisant quoi, justement? En faisant quoi en leur expliquant peut-être que les femmes ne sont pas leur ennemi et que c'est plutôt des partenaires de vie et des partenaires, tout simplement. Et que voilà, c'est pour le mieux, pour que ce soit pour leur pays, pour leur société, pour ce qu'ils veulent pour leurs enfants plus tard. Première téléspectatrice au téléphone, vous êtes à Toulouse. Bonjour madame. Oui, allô, bonjour Lydie, bonjour mesdames. Bonjour. J'ai appelé pour intervenir par rapport au sujet que vous abordez. Et comme je pense tout de suite, à bien des égards, vous aviez dit que les inégalités par voie de fait se faisaient dans la nomination. Effectivement, je me dis, mais dans la langue française, pour parler, pourtant, il y a ce mot être humain qui existe. Mais pour parler des êtres humains, en général, on dit homme. Et pour parler du monsieur, du masculin, on dit aussi homme. Et après vient la femme. Donc pour moi, je me dis, déjà, dans les mots, les inégalités sont très, très imprégnées. Quand je pense, par exemple, à ma langue maternelle, le baoulé en Côte d'Ivoire, l'être humain, c'est sran. Et après, il y a la femme, bla, et il y a l'homme, yaswa. Donc, dans les terminologies, les inégalités, ils sont ou pas. Et je pense que le travail que vous faites, mesdames, est très, très intéressant. Il faut juste, je pense, travailler en partenariat avec les responsables de ces traditions-là, les vecteurs de ces traditions. C'est ne pas venir trancher tout de suite avec toutes ces traditions, mais composer avec, discuter avec eux. Et je pense que tout doucement, les choses se feront. Merci madame pour votre appel. Des réactions à ce qu'elle nous dit? Oui, elle a tout à fait raison et certains relativisent même la question en disant je parle de homme avec grand H. Pour parler de l'homme et de la femme. Et de femme avec petit F. Voilà. Donc c'est parfois amusant d'écouter ça, mais c'est ça, c'est la réalité. Donc comme elle le dit, c'est justement discuter avec les instances susceptibles d'apporter un changement à la question. Sinon, on va en rester là, mais c'est progressif. Ça ne peut pas se faire tout de suite, mais on peut déjà garder à l'esprit que si la langue est un vecteur d'inégalité, faire au mieux pour les réduire dans notre propre langage. Avez-vous que le sentiment qu'en tant que jeune, lorsque vous allez engager ce raid en l'endroit des garants de la tradition, dit-on, pour pouvoir apporter quelques modifications qui sont à l'origine de ces inégalités, vous allez entendre là vous dire que vous êtes jeune et que vous ne connaissez rien à la vie? Tout à fait. Ce sera exactement le cas. Je vais vous dire, j'ai travaillé dans l'extrême nord du Cameroun pendant près de 9 mois dans le cadre d'un projet de lutte contre les violences faites aux filles. On me reprochait justement d'être jeune et on me disait « Ah, mais qu'est-ce que tu viens nous dire? Tu n'en sais rien. » Mais j'ai pu surmonter cela, pas en dialoguant directement avec les populations, mais quand vous faites des réunions avec certaines autorités, quand vous renforcez leur capacité... En faisant quoi? Renforcer leur capacité, qu'est-ce que ça désigne précisément? C'est-à-dire leur parler des droits des femmes, leur expliquer ce que c'est que les droits des femmes ou bien les questions de genre, leur montrer les facteurs sociaux, culturels ou religieux liés à cette question d'égalité des genres. Eux-mêmes, ils puisent dans leur vécu quotidien des réalités qu'ils vous montrent eux-mêmes. Et à leur tour, ils vont parler aux populations. Vous voyez, directement, on vous dit, vous êtes jeune, vous n'êtes même pas d'ici. Qu'est-ce que vous en savez? C'est la question que j'allais vous poser. Tout à fait. Mais quand vous avez devant vous des gens à qui vous pouvez expliquer votre démarche
et qui portent cette démarche auprès des populations, cela a plus d'impact et on ne voit plus forcément en vous quelqu'un de jeune ou quelqu'un qui ne connaît pas forcément la tradition ou la culture ou la religion. Ils écoutent leur leader et le message passe. Et comment faites-vous avec celles des femmes qui ne sont pas de cet avis alors que justement ces actions devraient être un plus pour elles? Voilà, comme on dit, pour les questions d'égalité, genre, parfois les femmes aussi sont à l'origine de tout ce qui leur arrive. Comment cela? Je vous prends par exemple le cas des excisions. Oui. Ce sont les femmes qui amènent les petites filles dans les brousses pour le faire, donc parce qu'elles ne sont pas conscientes du fait qu'elles font du mal à ces jeunes filles. Est-ce que c'est aussi simple que cela? Ne serait-ce pas aussi parce qu'elles vivent dans un environnement d'hommes où quand on a une fille qui n'est pas excisée, elle n'est pas pure et ainsi de suite? Tout à fait. Mais je pense que c'est justement encore la sensibilisation, comme on dit, et si elle vient des hommes. Tout à l'heure, vous avez dit, est-ce que on parlait des hommes qui peuvent justement rétablir une certaine égalité entre hommes et femmes. Moi, je pense que dans nos sociétés, surtout traditionnelles, quand ces questions sont abordées par les hommes, elles ont plus de poids que lorsqu'elles sont faites par les femmes. Même sur ce plateau, je peux vous en donner garantie. Ce que nous disons depuis tout à l'heure, si c'était les hommes qui le disaient, oui, les hommes ont véritablement un rôle à jouer. Et si on trouve des hommes capables de porter ce message, je pense que c'est encore idéal parce que dans beaucoup de sociétés, quand c'est les hommes qui en parlent, et même quand il s'agit des questions d'égalité de genre, le message passe mieux que lorsque ce sont des femmes. Voilà, messieurs, c'est un message personnel qui vous est adressé. Montez au filet avant la fin de cette émission. C'est au téléphone. Alors, comment faites-vous pour travailler directement? La téléspectatrice nous disait au téléphone, il faut pouvoir accompagner ces changements de mentalité. Mais comment fait une institution comme la francophonie pour pouvoir toucher véritablement dans chaque lieu de la planète où elle est représentée, les garants de la tradition, ceux par qui ou celles par qui les choses peuvent changer? Parce que quelquefois, les institutions travaillent en vase clos, entre elles, toutes seules, et malheureusement vont rester bien loin des réalités du terrain. Alors, à l'OIF, donc la francophonie, on a plutôt l'habitude de travailler beaucoup avec les acteurs du terrain, les gens qui sont dans les pays, et on a plusieurs relais, on a des correspondants nationaux, enfin on a plein de mécanismes qui nous permettent de travailler vraiment avec les gens sur place et les autorités religieuses, les autorités sociales, les autorités politiques, etc. etc. Ce qui est important, il faut voir que la francophonie porte aussi un message de diversité culturelle. Et on peut croire que tout ce qu'on vient de dire sur la culture, ça peut être paradoxal parce qu'on prône la diversité culturelle et que de l'autre côté, parfois, ça s'entrechoque avec l'égalité homme-femme ou des principes universels comme les droits de l'homme parce qu'il y a certaines pratiques dans les cultures qui font que. Mais là où la culture, la diversité culturelle a ses limites, quand elle touche vraiment les droits. Il y a des droits universels qu'on dit inaliénables, auxquels on ne peut pas toucher, et c'est jusque-là qu'on l'accepte. C'est-à-dire, on prône la diversité culturelle, c'est vraiment notre cheval de bataille pour nous, c'est ce qu'il y a de plus enrichissant, voilà, diversité culturelle et linguistique, parce qu'on promeut le français, mais on promeut aussi les autres langues, ce qu'on appelle les langues partenaires, les langues nationales. On est pour la diversité, mais cette diversité parfois se confronte à l'égalité comme nous donnait en exemple Rosette. Donc, diversité culturelle, ça ne veut pas dire relativisme culturel. On ne remet pas en question les droits à cause d'une culture. Voilà. Vous avez parlé là, dans le document que j'ai entre les mains, de genre et changement climatique. Est-ce que le changement climatique, finalement, n'est pas une notion beaucoup trop lointaine quand on est une bonne femme, un bon homme même, on a ces turpitudes du quotidien? Est-ce qu'on a comme priorité le changement climatique? Quel est le lien entre la question du genre et le changement climatique, par exemple? Elle a un lien, mais même je dirais, elle a un lien direct et quotidien, parce que les femmes, souvent, sont en charge... de l'eau,
du bois de chauffe. Enfin, je parle par exemple des pays africains. On peut prendre d'autres exemples. Je connais mieux un peu les pays africains, donc je vous parle de ça. Du bois de chauffe. Elles ont un rôle par rapport à l'agriculture, Enfin, je veux dire, les femmes ont un rôle tellement important dans tout ce que va changer le changement climatique, tout ce que touche le climat, que ça, en fait, ça les touche au quotidien. C'est quelque chose de direct. C'est même pas... moi, au début, quand j'ai commencé à travailler sur la question, on me disait, mais quel rapport entre le genre et le changement climatique? Mais pourquoi on parle de ça? On parle de ça parce que les hommes et les femmes ont des rôles... très important dans tout ce qui est par rapport à l'environnement, l'agriculture, ça a des liens avec la santé, enfin, ça a des ramifications incroyables et les femmes sont au premier plan. C'est elles qui sont aussi... c'est elles qui éduquent les enfants, donc c'est elles qui peuvent promouvoir des changements de comportement auprès de leurs enfants par rapport à la nature. La transmission de bonnes pratiques. Oui, ce qu'on dit, c'est notre jargon, bonnes pratiques, etc. Mais je veux dire... Nous allons revenir à ce point-là, si vous êtes d'accord, le temps de prendre notre téléspectateur qui se trouve à Riyad, en Arabie Saoudite. Donc, bonjour monsieur. Bonjour Lydie. Nous vous écoutons. Oui, je m'excuse d'intervenir comme ça. J'assiste à vos émissions, alors je regarde vos émissions assez souvent. Je m'appelle Théophile, j'appelle de Riyad en Arabie Saoudite. Voilà, pour intervenir par rapport à ce qui se passe, j'aimerais dire que tout ce que nous faisons en tant qu'être humain devrait pouvoir passer par l'éducation. Cette éducation, ce que c'est ces deux enfants sur le plateau, extrêmement formidable, mais le problème c'est que dans l'éducation, il y a des pesanteurs sociologiques qui font que certaines femmes elles-mêmes sont à l'origine des blocages qui s'opèrent. Je veux dire par là que je suis en Arabie Saoudite et j'ai constaté un phénomène assez marrant, c'est que certaines femmes, quand elles ne sont pas voilées, elles ont l'impression d'être nues. Et je crois que par ricochet, elles imposent ça à leurs filles. Et voilà comment le processus se poursuit sans que véritablement les gens aient pris conscience de ça. Donc, intervenir au niveau des grands acteurs, cette éducation est fondamentale pour tous les clivages qu'on peut rencontrer dans la société entre hommes et femmes. Et puis, quand on parle d'égalité homme-femme, déjà par la nature même, nous sommes différents. Il faut pouvoir le dire aux gens. Sur le plan physique, sur le plan physique, nous sommes différents. Mais maintenant, là où on devrait pouvoir sensibiliser les gens, c'est notamment sur la formation des mentalités. Et cette formation des mentalités, comme disait la dame en rose, c'est de pouvoir toucher les grands acteurs qui, ou alors en leur imposant un peu, n'est-ce pas, d'agir sur le public à travers les médias que nous avons. Vous invitez des dames, c'est vrai, mais est-ce qu'on ne pourrait pas inviter, par exemple, le président de la francophonie, M. Abdoulaye Wade, pardon, c'est pas M. Abdoulaye Wade, c'est M. Abdou Diouf, qui, dans un documentaire que j'ai suivi, a fait état de la présentation de sa famille. Voilà un bon musulman, mais qui a des enfants qui peuvent être mariés à des juifs. Et cette mixité fait qu'on peut avoir le brassage religieux, alors que dans certains moments, il y a des clivages terribles. On peut avoir une ouverture mentale quand les grands acteurs se présentent, se découvrent, ce qui aide énormément à l'avancement, n'est-ce pas, du sens de l'égalité. C'est dommage que nous ayons été coupés, mais vous pouvez nous rappeler à nouveau. La technique n'était pas de très bonne humeur. Merci pour ce que vous avez apporté en tout cas. Alors oui, à quand nous dit, je résume Emma ce que dit monsieur, des vrais quelqu'un dans ce débat? Parce que là, on donne le sentiment peut-être de discuter entre bonnes femmes, mais on l'a dit et redit tout à l'heure, quand cette parole vient d'un homme et en plus pas des moindres, et je souhaite que ce que vous nous promettez nous arrive aussi, vous êtes chargé de transmettre l'invitation. Ces personnes sont attendues, ces personnalités sont attendues aussi sur ce plateau, au devant de la scène de la question des femmes, pour crédibiliser la nature de cette lutte. Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec monsieur aussi sur ce qu'il a dit par rapport à l'éducation, ça c'est extrêmement important. Et comment on reproduit aussi des comportements, voilà. Par rapport aux personnalités, oui, d'ailleurs notre secrétaire général, président Abdou Diouf, est tout à fait engagé, notamment sur les violences faites aux femmes. C'est quelque chose qui le tient vraiment à cœur.
Et après, c'est peut-être une question de communication autour de ça, mais c'est des personnalités qui sont engagées sur la question. Et il y en a de plus en plus, Peut-être qu'on ne communique pas assez sur ça. Ça, c'est peut-être un problème. On fait plein de choses, mais il y a de plus en plus de personnalités. Par exemple, au niveau des Nations Unies, il y a une nouvelle agence pour les femmes et au lieu que ce soit quelque chose de très administratif, très technique, etc., qui s'éloigne vraiment des préoccupations des pays, on a choisi de mettre une dame qui est Madame Michelle Bachelet, qui est l'ancienne présidente du Chili. Donc c'est une femme de très haut niveau qui maintenant porte les dossiers auprès directement des présidents des pays. Parce qu'elle a cette stature, elle a cette aura et ses contacts et ses cartes de visite. Donc maintenant elle peut aller directement parler avec les présidents de tel pays et elle mobilise de plus en plus. Maintenant c'est vrai que c'est une question qui est de plus en plus portée haut. Maintenant, sur l'agenda politique, ce n'est pas toujours la question prioritaire. Mais... Et pourquoi ? Quand on sait qu'il y a un lien, et pour en revenir à ce que vous nous présentiez tout à l'heure, le lien avec le changement climatique, on parle de développement durable à longueur de conférence, il y a donc un lien manifeste entre les vraies questions, les questions considérées comme les plus imminentes, les plus sérieuses, et la question du genre. Tout à fait. C'est pour ça qu'on se bat, en tout cas nous par exemple, et d'autres collègues dans d'autres organisations, on essaie d'attirer l'attention sur le fait que sans les femmes lutter contre le changement climatique, pour le développement, lutter contre la crise économique, ce sera un peu difficile sans les femmes et si on les intègre pas bien. Donc, et elles ont un rôle de premier plan, comme les hommes. Donc, voilà. À votre connaissance, que peut faire chaque femme de là où elle est? Toutes les femmes n'ont pas accès à des tribunes internationales, ne connaissent pas quelqu'un dans des grandes institutions. Et pourtant, au regard de ce qui est dit là au téléphone, par exemple, puisqu'on nous dit que c'est l'éducation qu'il faut prendre en compte aussi, les femmes accompagnent partiellement tout au moins dans l'éducation des enfants, les écoles et l'éducation nationale dans tel ou tel pays fait le reste. Que peut faire chaque femme là où elle est avec ses réalités? Je pense que c'est... Le travail de la femme commence au niveau de la cellule familiale, dans l'éducation des enfants, dans les valeurs qu'elle transmet aux enfants qui naissent. Et après, dans un sens un peu plus large, ces enfants sortent de la famille pour se retrouver au sein des écoles où on note beaucoup de violence aussi, où on note beaucoup de discrimination. Vous me l'avez arraché des lèvres, je ne voulais pas vous interrompre. Et pourtant, quand la femme, on a parlé des violences faites aux femmes, est donc victime de manière récurrente de ces violences domestiques, est-ce qu'elle ne transmet pas aussi, malgré elle, cela à ses enfants dans le cadre de l'éducation? Si, ça peut arriver, mais on ne va pas baisser les bras, on va continuer la sensibilisation et se dire que de plus en plus, il y a des structures sociales qui permettent justement ou qui donnent un appui psychosocial aux femmes victimes de violences domestiques. Et si les femmes sont conscientes ou sont au courant que ces structures existent et qu'elles vont vers ces structures, elles peuvent recevoir tous les appuis nécessaires pour éviter de transmettre cela à leur progéniture. Et après, quand elles auront transmis les valeurs humanitaires, des valeurs axées sur les droits humains à leurs enfants, je crois que peu à peu, on arrivera. C'est un processus qui est certes long, mais que les femmes ne devraient pas se décourager parce que tout réside aussi, comme vous le soulignez, dans la connaissance. Beaucoup de femmes ne savent pas que si elles sont victimes de violences, voilà telle démarche qu'elles peuvent entreprendre. Et du coup, elles se renferment sur elles-mêmes, elles vivent cela et peuvent le transmettre. Pourtant, quand elles se font accompagner, quand elles se font suivre, le problème est vite résolu. Et elles, finalement, deviennent aussi des actrices dans l'accompagnement des futures victimes. J'ai entre les mains donc le bulletin d'information genre de la francophonie.
D'un partenaire avec qui on a travaillé. D'un partenaire, parce que je suis impressionnée. Je vois la RDC, les femmes réelles expertes de la lutte contre la déforestation. Pour une fois qu'on entend que les femmes ne sont pas seulement des victimes, mais comme vous le dites si bien, des actrices, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une nécessité de la part des institutions quand il y a des lignes budgétaires, parce que c'est aussi ça le nerf de la guerre, pour être actrice au sens concret, quand on veut mener une action et la mener pleinement et dans la durée, il faut des fonds. Est-ce qu'il n'y aurait pas une demande dans le sens où les budgets soient alloués directement à ces associations de femmes, à ces coopératives de femmes, et ne passent pas par le président de la République du pays, le chef du village ou le chef de quartier, pour que finalement les bénéficiaires ne soient pas forcément avec cet argent entre les mains. Oui, oui, ça se fait de plus en plus. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on travaille partiellement à la francophonie. On fait les deux. On appuie les gouvernements pour les aider sur certaines politiques publiques, et puis on appuie directement aussi les associations, les ONG qui sont sur le terrain, et alors, notamment quels sont les critères, justement, parce que des femmes nous regardent, au moins je l'espère, quels sont les critères pour être éligibles à ces lignes budgétaires aussi? Il y a des femmes qui font beaucoup de choses auprès des enfants, auprès d'autres femmes encore, partout dans le monde. Comment font-elles pour être éligibles à ces budgets-là? Alors, il y a plusieurs possibilités. On a quelques fonds, alors des fonds thématiques. Il y en a un pour la démocratie, il y en a un pour promouvoir la culture numérique. Enfin, il y a différents fonds à la francophonie où elles peuvent postuler, enfin déposer une demande de projet, etc., une demande de financement, ou elles peuvent directement nous envoyer leur projet en trouvant nos coordonnées sur notre site. On va rappeler d'ailleurs votre adresse internet, donc www.francophonie.org. www.francophonie.org. Nous allons finir par la question du volontariat, encore une fois. Je voudrais rappeler que vous êtes volontaire donc, auprès de la francophonie, c'est ça l'expression juste. Ouais. Vous travaillez sur un programme. Quel est le contenu de ce programme d'ailleurs? En fait, je le répète encore, volontaire international de la francophonie. Et mon poste d'affectation, c'est à l'OIF, où je travaille comme assistante des projets égalité des genres, dont j'assiste Dilek dans sa lourde tâche. Voilà. Parce que l'unité genre, c'est tout un programme qu'elle a décliné dès le début de cette émission. Et elle est toute seule. Elle était toute seule. Elle était toute seule. Donc, voilà, je suis là désormais et on travaille ensemble. Nous n'étions pas toutes seules, nous, en tant que femmes, dans le cadre de cette émission. Nous avons eu des hommes au téléphone, un autre d'ailleurs en Algérie. Vous êtes à Alger. Bonjour, monsieur. Allô? Il est parti, il a raccroché, mais vous le savez, pourtant que les femmes sont bavardes. Alors, cette question du volontariat, oui, combien de temps encore auprès de la francophonie? Encore 8 mois. Et après? Et après, ce qui est intéressant dans le programme, c'est qu'à mi-mandat ou un peu plus tard, l'équipe du volontariat met en place des outils pour nous permettre une réinsertion après les 12 mois passés dans nos divers postes d'affectation. Donc, on va y travailler. Nous allons revenir dessus. Nous avons notre téléspectateur d'Alger. Monsieur, bonjour. Bonjour, madame. Nous vous écoutons. Tout bien. Je voulais parler dans votre émission un peu, mais je ne connais pas beaucoup de choses. Seulement, l'émission il m'a plaint, je vous ai encouragé. C'est ça. Oui, vous êtes à Alger? Oui, je suis à Algérie. Est-ce que vous militez en faveur de l'égalité femmes-hommes? Bon, je ne crois pas beaucoup de choses dans l'émission. J'ai regardé un peu, ça me plaint. Et puis, il y a beaucoup de choses dans l'émission. Cela découvrir des situations des Africains. Voilà. Merci. Merci, monsieur, pour votre appel et puis pour votre fidélité, manifestement. Vous regardez souvent la chaîne Télé Sud. Merci pour votre appel. Oui, j'ai dû vous interrompre. Pardonnez-moi. Donc, sur le volontariat, je voulais vous poser la question. Vous savez pertinemment que quand on est jeune femme, avec beaucoup trop d'expérience, un jour, cela pourrait vite devenir un obstacle à l'organisation de la vie privée, dit-on. Oui, c'est un fait. Surtout, je suis africaine et donc,
dans mon pays et précisément dans ma région d'origine qui est l'Ouest, à un certain âge, une femme pour être acceptée comme telle dans la société doit justement pouvoir être mariée. Je ne vais pas mâcher les mots. Donc, doit pouvoir être mariée et tout. Et en général, l'éducation, plus elle s'élève, plus cette question devient délicate. Et encore si on a à côté le travail qui nous prend et tout ça, c'est un peu difficile à gérer. Mais je crois que c'est justement ça, un autre aspect de la question de l'égalité des genres qu'on devrait voir parce que la société a évolué. Si on promeut la participation des femmes, que ce soit dans la vie politique, que ce soit dans la vie économique, culturelle, sociale, on doit pouvoir aussi accepter qu'à un moment donné, qu'on brise certaines règles qui ont été établies avant et qui disaient non, si on n'est pas marié à partir de tel âge, forcément on est mal vu. On doit pouvoir... Je vois que cela vous laisse sans voix et c'est très bien. Oui, ça va poser un problème peut-être, mais après, je pense que le monde évolue et que certains hommes aujourd'hui acceptent facilement que leurs épouses puissent aussi s'épanouir sur le plan professionnel. Et beaucoup encouragent même des femmes à continuer leur éducation, même après le mariage. Et ça, c'est déjà bien. C'est quelque chose même à encourager. D'autant que moi, j'ai eu un téléspectateur au téléphone qui nous a dit, moi, si ma femme part beaucoup trop en voyage pour travailler, j'en prends une autre. Je vous laisse le mot de la fin. Nous sommes au terme de cette émission. Moi, je voulais rappeler aux téléspectateurs que le genre fait partie de leur vie quotidienne et que c'est le plus important, c'est, je pense, le respect entre hommes et femmes et de peut-être essayer de laisser le choix aux femmes. Voilà. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues nous parler de ce que vous faites. Merci à vous qui avez été présents devant vos petits écrans. Je vous donne rendez-vous, si Dieu le veut, dans une autre édition. À demain.